Radio Laser présente Rêve d'acier, une fiction sonore en collaboration avec la classe de 5e du collège Saint-Joseph de la ville de Bruy. Rêve d'acier, le retour d'une époque, écrit par les élèves de 5e du collège Saint-Joseph de Bruy. Nous sommes en 1337. Un jeune chevalier, Henri de Roisonne, est fils du seigneur de Combourg. Il a 24 ans, il fait 67 pouces et a une bonne allure. Son jeune écuyer de 15 ans se nomme Jean. Le rêve d'Henri est de s'inscrire au tournoi de Rennes et de le gagner, bien évidemment, car il obtiendra une lourde somme d'argent. Et c'est aussi l'occasion de rendre son père très fier. Il fait encore nuit quand Henri quitte sa belle femme, Clémence et son enfant, Alphonse. Au revoir, mon cher Henri. Ne vous en faites pas, ma chère. Je reviendrai vivant et en bonne santé. Quant à toi, fils, veille sur ta mère. Tu es le prochain chevalier de la maison. Tu devrais remplir cette tâche très facilement si tu espères devenir si grand chevalier que moi. Puis, Henri essuie les larmes de sa bachelette et l'embrasse, ainsi que son fils avant de partir. Henri prend son cheval avant de se retourner une dernière fois pour laisser à lui. Il part au galop et s'enfonce de plus en plus dans la forêt sombre avec son cheval. Il s'arrête boire à la fontaine d'un village et repart sans plus attendre car le soleil n'allait pas tarder à se lever. Puis il croise un vieux paysan. Excusez-moi, mon cher. Où se situe Rennes ? Allez tout droit jusqu'à un grand beffroi, tournez à droite et vous verrez un grand château. Puis vous distinguerez une porte où une indication formulera mot pour mot « Porte des Foulons ». Allez-y et vous serez enfin à Rennes. Merci, mon cher. Cela est si gentil de votre part que je vous offre 3 deniers. Faites-en bon usage. Oh, tous mes remerciements, damoiseau. Je vais en faire très bon usage, croyez-moi. Henri reprend sa route en direction du beffroi. Il commence à apercevoir le haut du beffroi qui était très pointu, très imposant et très détaillé. Une fois arrivé au beffroi, Henri prend à droite comme les paysans lui avaient conseillé. Il se retrouve face à face avec une pancarte avec, comme indication, Rennes. Henri continue sa route, arrive à la porte des Foulons et argumente avec le garde de l'entrée. Bien le bonjour, monsieur. Est-ce bien ici que le tournoi se déroulera ? Non, monsieur. Le tournoi se situe en dehors de la ville, au nord-ouest. Si c'est pour vous inscrire, allez tout droit en direction du marché. Traversez ce dernier, prenez à droite et vous verrez une pancarte qui décrit mot « inscription ». Allez-y et présentez-vous. Le paysan s'habille de sa tunique de laine, de sa chemise de lin et de ses chaussures, de ses brodequins de cuir et de son chapeau de paille. Il descend pour prendre son petit déjeuner et dire le bonjour à sa femme et l'embrasse. Bien le bonjour. Comment vas-tu ? Tu as bien dormi ? Oui, mais j'ai un peu mal au dos. Le fils de Michel et de sa femme descend. Comment vas-tu, mon enfant ? Bien le bonjour, mère. Comment allez-vous ? Bien, mon enfant. Ton père va au marché aujourd'hui. Va l'aider à ramasser des légumes dans le jardin. D'accord, mère. Ils sortent de leur maison, construite avec un toit de chaume et des murs en torchis et en bois. Il choisit quelques légumes dans son potager, comme de la laitue, des carottes, des poireaux, des navets et quelques fruits comme des poires et des pommes. Et 3 poules de son poulailler qu'il va vendre plus tard au marché de la ville. Il prend la route vers les portes mordelaises. En y allant, il marche sur un chemin de terre. Il voit 3 lapins et quelques cochons de ses voisins. Jean, un jeune mendiant, se réveille et prend un morceau de pain. Puis il va observer l'arrivée des marchands par les portes mordelaises. Il sort de sa rue, qui est à cette heure presque vide. Puis il en traverse une autre. Il y a un vent frais. Les rues sont froides et un petit peu boueuses à cause de la pluie la veille. La population commence à se lever et une femme jette de l'eau par-dessus l'ouverture qui servait de fenêtre. L'eau ruisselle dans le caniveau. On entend un chien qui aboie au loin. Mais les rues en pavé gardent la chaleur de la veille. Il arrive dans une rue qui est plus calme que les autres. Jean s'avance doucement dans l'allée, mais cela lui paraît bizarre, car il n'y a toujours aucun bruit. Puis un garde arrive et crie. « Va-t'en, mendiant, tu n'as rien à faire ici !» L'enfant lui tire la langue et s'enfuit. Il arrive devant les portes mordelaises qui viennent de s'ouvrir et voit un autre garde et plus loin un paysan. C'est le lever du jour.
En arrivant, le paysan voit les grandes murailles de la ville reflétées par le soleil. Là-bas, il y voit un garde et lui dit « Bien le bonjour, je viens vendre quelques légumes que je vais vendre ensuite au marché. Quel genre de légumes? Des poireaux, des navets, des carottes, de la laitue et quelques fruits, comme des pommes et des poires et 3 poules. Bien, laissez-moi vérifier. » Le garde vérifie la cargaison de Michel et ne voit aucun problème. D'accord, vous pouvez donc entrer. Je vous remercie. L'enfant voit le premier garde s'avancer vers lui. Alors, il part en courant, mais il se rend compte que le garde le suit. Mais l'enfant connaît la ville par cœur, et, très vite, Jean s'éloigne du garde qui s'est perdu dans les petites rues. Il s'arrête sur le côté et souffle. C'était moins une. Il retrouve le paysan qui vient de rentrer. Bien le bonjour, paysan. Le paysan se dirige vers la halle et dépose ses légumes sur une grande table en bois. Il y a des carottes, des choux, des navets, de la laitue, des poireaux, des chicorées et quelques oignons. Les premiers commerçants arrivent à prime. En attendant les premiers clients, le paysan va se balader et va voir les produits des autres commerçants. Il voit des choux, des chicorées et toutes sortes d'autres légumes. Vers l'heure de tierce, les portes mordelaises s'ouvrent. Tous les villageois rentrent et se dispersent dans la ville. Quelques villageois viennent voir la table du paysan et repartent. Quant à l'enfant, après avoir salué quelques paysans, il va voir l'installation du marché. Il quitte les portes mordelaises et emprunte la rue Gaudric. Il s'amuse à sauter de pavé en pavé et par-dessus les canaux remplis d'eau sale qui dégoûtent Jean. Il traverse différentes rues, toutes différentes les unes des autres. Il arrive aux halles où se déroule le marché. Il n'y a pour l'instant que quelques étals installés. C'est le marchand qui sont déjà debout. La veille, après un long voyage éprouvant depuis la Normandie, Adelin-Hugon, un riche marchand, est arrivé aux portes de la ville, dans laquelle il est censé vendre ses draps et son lin, les portes mordelaises. Il sort de la chambre dans laquelle il séjourne durant la foire. Bien le bonjour, monsieur Hugon. La nuit a-t-elle été reposante? Je pense avoir fait un petit peu de bruit hier soir. Je n'en ai heureusement rien entendu. Je me devais de passer une bonne nuit en voyant la journée qui m'attendait. Je devrais me dépêcher, mon étal ne va pas se monter tout seul. Sur ce, il sort de l'auberge. Quand il continue son chemin, dans la ville à bord de sa charrette, qui contentait dans tout le matériel pour installer son étal, il en profite pour admirer l'architecture très différente de celle de sa région. Celle-ci est toute en bois avec des couleurs originales. Son parcours jusqu'à la place Saint-Yves se résume à observer les alentours et les étals de ses congénères. Ce nouvel air lui donne un frisson de joie. Jean attend que les paysans qu'il avait salués arrivent pour voir ce qu'ils apportent. Le marché est assez grand et Jean se faufile entre tous les étals. Il voit plein de personnes, des paysans, des éleveurs, des fromagers, des boulangers. Je voudrais 3 pommes, 3 navets et 4 carottes, s'il vous plaît. Tout ceci? Oui. 15 deniers. Voici. Merci. Vous me les coupez? Ça vous fera 4 Les bruits montent jusqu'à la fenêtre de Dame Jeanne. Comme tous les jours, Bertheline, la domestique de Dame Jeanne, fait le ménage à l'aube dans la maison de sa maîtresse. Elle contient de très anciens tableaux et de très jantes fenêtres de verre de toutes les couleurs qui illuminent la salle. Quant aux autres pièces, elles sont toutes ornées de tableaux qui sont extrêmement coûteux et dont les cadres sont ornés de joyaux. Jeanne se réveille, se tourne sur le côté et s'aperçoit que son époux n'est pas là. Elle touche son matelas. Il est froid, ce qui veut dire qu'il est parti depuis longtemps. Alors, elle appelle sa domestique. « Bertheline, venez voir !» Sa domestique accourt dans la chambre qui est absolument royale. Elle est recouverte de belles peintures peinturées fabriquées avec des épices qui sont rares et qui représentent des fleurs de toutes espèces, de toutes tailles et de toutes les couleurs. « Dites-moi, savez-vous où est mon époux ?» Il m'a dit qu'il ne rentrera que tard dans la soirée, car il est parti voir un vieil ami à lui. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Mais dites-moi, vous n'êtes toujours pas allé acheter des fruits et des légumes et une volaille pour ce soir ? Non, Dame Jeanne, excusez-moi.
J'y vais de ce pas. Sa domestique se dirige vers la porte, l'ouvre et s'en va en direction de la porte d'entrée. Une fois que Jeanne entend la porte claquer, elle se lève et marche jusqu'à sa fenêtre. Elle l'ouvre et passe sa tête par l'ouverture. Elle entend des bruits. Le marché a commencé à s'installer. Pour s'occuper, elle va chercher sa harpe qui est dans un coin de sa chambre et décide d'en jouer. Bertheline se revêt de son affublement. Elle convoit une petite rue peu fréquentée et marche à côté du fossé. Une autre domestique jette les déchets du pot de chambre qui puire. Elle s'excuse et Bertheline s'en va. Peu après, elle rencontre un pauvre pris par la famine et la maladie. Bertheline s'en éloigne car la maladie est fréquente et il n'y a rien à faire. Elle reprend sa route et traverse des rues magnifiques par lesquelles les fenêtres des maisons en colombage supportent des jardinières fleuries. Bertheline croise un enfant, pauvre qui se met à trousser et à tituber, en s'approchant d'elle. Alors elle lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? Tiens, pour t'acheter des remèdes. » Et elle lui tend quelques pièces. Oh, merci madame. Et l'enfant repart en titubant, mais de moins en moins en s'éloignant. Bertheline emprunte une belle rue avec de magnifiques maisons en colombage de couleur bois avant d'arriver chez le paysan. Elle arrive devant son étal. Bien le bonjour, monsieur. Que veux-tu, Jean-Tami? J'aurais besoin de légumes et d'une belle volaille. Tenez, j'ai ce qu'il vous faut. Ça fait 6 deniers. Merci, moult. Au revoir. Elle s'éloigne et l'enfant approche de l'étal du paysan et regarde. Il remarque quelque chose et demande au paysan. Combien le vendez-vous? Trop pour toi. L'enfant réfléchit. Après quelques minutes, il percute l'étal. Mais que fais-tu? Arrête, tu vas tout casser. Petit insolent, je vais te le faire payer. Oh, désolé. Ce n'est pas mon intention. Excusez-moi. Pendant que le paysan se baisse pour ramasser ce qui est tombé, l'enfant vole les pièces que le paysan a récoltées durant la vente. Si, je t'ai vu t'approcher de mon étal. Tu as fait exprès de la faire tomber et à cause de toi, mon pain, mes fruits et le reste sont sales. Et maintenant, va-t'en. Je ne veux plus te voir ici. Tu en as assez fait. Puis Jean s'en va. Quand il est assez loin, il crie. Merci pour les pièces. Oh non, mon argent! Il essaie de courir vers lui, mais il est trop loin. Et il revient vers son étal. Quelques instants après, le paysan voit un jeune damoiseau accompagné de son écuyer. Je vous salue, paysan. Auriez-vous des carottes et du foin pour notre fidèle destrier? Il ne faut pas longtemps au paysan, intimidé, pour préparer la commande. Cela fera 3 deniers. Oh, j'ai oublié mon argent. Peux-tu me faire crédit, mon brave? Je te paierai ce soir, après le tournoi auquel je participe. Monseigneur, vous participez au tournoi? Mais je rentre chez moi avant la nuit. J'ai vu un jeune voleur partir avec quelques-unes de tes pièces. Je te propose de te le ramener. Merci pour votre aide. Le riche marchand, Hugon, s'est installé près de l'atelier de l'artisan. Celui-ci a de beaux affublements. Un chaperon sur sa tête, son manteau de drap dont la coupe large est signe de richesse, des bottes coûteuses en cuir de veau, un couteau de table personnel qu'il attache à son bassin. Bon matin, monsieur le marchand. Bon matin, monsieur l'artisan. Vous vendez quoi? Des draps de toutes sortes, de différentes couleurs, motifs, etc. Je vais vous prendre un de couleur blanche, sans motif, pour faire la robe que Dame Jeanne a commandée pour le tournoi de ce soir, et que la domestique vient chercher. Avec plaisir, ça fera 6 sous. Oui, les voici. Et sinon, votre commerce marche? Oui, les clients viennent en nombre, mon commerce marche bien. Et vous? Oui, moi aussi. Et Hugon se déplace pour aller chercher le drap. Tenez le drap que vous avez commandé. Mille merci, mais je vous écoute et vous ne parlez pas comme les gens d'ici. Non, je suis anglais et j'habite en Normandie. Mais je séjourne actuellement à l'auberge qui se trouve derrière la place. Je suis de la famille des Hugon, très connue dans le monde du commerce anglais. Enchanté, mon nom est Eudes. Je suis originaire de Paris, mais j'habite ici depuis plusieurs années avec ma petite famille. La mienne souhaiterait rester dans une région, car 3 enfants en bas âge, dans une si grande ville, se révéleraient trop compliqué. Je comprends tout à fait. J'ai moi-même 2 enfants assez turbulents. Les premiers acquéreurs se pressent dans le but d'obtenir les meilleurs produits. Les halles devinrent très vite bondées de foule. Les commandes affluent et mes draps ont du succès. Et vous, que vendez-vous dans votre stand?
Je ne vois aucune marchandise. Je suis là pour vendre qu'aujourd'hui. D'habitude, je suis l'artisan, tailleur et je fabrique des parures pour les riches familles telles que la vôtre. Hugon admire un instant les chefs-d'œuvre de l'artisan. La finesse du tissu le ramène à ses draps. La clientèle commence à affluer et Hugon est débordé. Soudain, une jeune fille s'approche et ne cesse de l'observer. Que me veux-tu? Tu fais fuir mes clients. Elle semble muette, ce qui a pour don d'irriter Hugon. Il ne dit rien sur le moment, mais une bourrasque se lève d'un coup et emporte un de ses draps si précieux. Dans un cri insolent, la jeune fille l'attrape. Reviens tout de suite! Vous m'attraperez jamais, Mais la jeune fille percute un homme et chute dans l'allée au milieu de la multitude de passants. L'homme dans lequel elle vient de rentrer se retourne. Cette fillette est qu'une effrontée. Elle vient à la minute me dérober un drap. Cela change tout alors. Elle ne mérite pas d'être relevée. Il lui retire le drap des mains, sans douceur, et le rend à Hugon. La jeune fille s'enfuit. Vous n'êtes qu'une imprudente, fille des rues. Hugon retourne à son étal, surveillé par son voisin l'artisan. Il discute avec un client. Alors vous aussi, vous venez de Normandie? Certes, je viens de cette belle et magnifique région. J'y ai vécu toute mon enfance et mon voyage ici, pour faire la foire, est une première. Cette ville est également superbe. J'apprécie tout particulièrement l'accueil. Que vendez-vous à Rennes? Pour ma part, je suis un commerçant, donc je me déplace souvent et dans les bons endroits. Je viens ici pour assister à un tournoi de grands chevaliers. Celui-ci se déroulant à Rennes. Alors, je me suis rendu avec joie. Avant que le tournoi ne commence, je souhaiterais faire un tour par les nombreux étals. Il se passe un tournoi? Je n'en ai pas connaissance. Superbe. Savez-vous où se déroule-t-il? Je vais vous le dire bien volontiers. Il se déroule place des Lys. Cela vaut bien le déplacement, n'est-ce pas? Les joutes telles que celle-ci m'ont toujours passionné. Voir des chevaliers si courageux s'affronter provoque en moi une adrénaline intense. Plus jeune, je rêvais d'en être un. Mais étant un paysan, fils de pauvre, je n'ai rien fait. Je dois m'en aller. Au plaisir de vous revoir et bon courage. C'est très aimable à vous. Passez un bon tournoi. Après les salutations, le client part pour le tournoi. Alors, vous venez d'apprendre qu'il y avait un tournoi à Rennes? Oui. N'est-ce pas étonnant? Si je n'étais pas marchand, ici, je m'y serais déjà rendu. Cela ne s'est jamais produit ici. C'est bien évident un grand événement en tant qu'artisan. J'ai assisté à de nombreux autres tournois, contrairement à vous. Je peux vous assurer que c'est extrêmement plaisant. L'artisan retourne avec le drap pour faire la robe que Dame Jeanne a commandée et ouvre son atelier pour aller faire des retouches à certains habits affublement. Puis, il commence à fabriquer la robe pour Dame Jeanne à l'aide du drap que le marchand lui a donné. D'autres clients viennent acheter des affublements. Maître Norbert est à la fois content d'avoir beaucoup de clients et mécontent qu'un enfant ait fait tomber la table de son atelier et l'enfant a aussi volé des pièces. Maître Norbert fait une pause et prend le temps de regarder le marché. Il y a plein de boutiques, de fruits, de légumes et plein d'autres choses. Il y a beaucoup de monde divers, des riches qui ont des beaux affublements, des pauvres qui ont des défroques, des gens d'âge et de tailles divers. Il y a aussi des masures, des maisons penchées, des maisons à encorbellement avec poulies et colombages. Des bâtisses, des ruelles très petites, des rues pavées avec de l'eau qui circule jusqu'au caniveau. Maître Norbert se dit que, en plus du monde qu'il y a au marché, et il y en aura plein cet après-midi au tournoi. Après-midi avant le tournoi, chez Dame Jeanne. Le soleil se lève. Va me chercher la robe que j'ai commandée et de beaux draps de laine. J'en ai besoin pour aujourd'hui, car ce soir, je reçois des personnes importantes. La domestique ressort de la maison et traverse les rues jusque chez l'artisan. Bien le bonjour, chère madame. Bien le bonjour, cher monsieur. Je viens récupérer la robe que Dame Jeanne a commandée. Oui, la voici. Merci. Elle est très belle, cette robe, et très bien faite, avec cette belle couleur blanche sans motif. La domestique repart et l'artisan retourne au travail. Bertheline reprend sa route et arrive enfin chez le riche marchand pour acheter des draps. Bien le bonjour, riche marchand. Bien le bonjour à vous aussi. Que voulez-vous, ma chère? Il me faudrait des draps de qualité, avec des motifs fleuris, pour aller avec le reste. Auriez-vous cela? Oui, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Tenez, j'ai justement plusieurs étoffes apportées par bateau de route maritime.
Il lui propose plusieurs étoffes coûteuses et Bertheline se décide. Je veux celui-ci. Il ira très bien. C'est le plus cher, mais vous avez fait le bon choix. Ça vous fera 1 livre, je vous prie. Quelque temps après, Bertheline rentre dans la demeure. Elle entend sa maîtresse l'appeler. Bertheline, venez me voir. Oui, tout de suite, Dame Jeanne. Jeanne l'entend traverser le couloir. Sa domestique ouvre la porte de sa chambre et y entre. Donnez-moi cette robe que je vérifie sa qualité. Sa domestique lui tend la robe. La voici, elles sont de bonne facture. Le marchand m'a dit que vous aviez fait un très bon choix. Je vous remercie. Elle la prend des mains de sa domestique, la regarde et semble satisfaite. Très bien, merci Bertheline. Peux-tu m'apporter mon bracelet ? Bertheline accède à la commode et prend le bracelet en or que le mari que Jeanne a épousaillé lui a offert lors de leur première rencontre. Elle prend soigneusement le bracelet, puis elle l'amène à sa maîtresse. Merci beaucoup. Mais fais attention, ce bracelet est très fragile. Il faut y faire très attention. Sur le marché. Après cette dure journée, le chevalier voulait rentrer à l'auberge pour se reposer, mais il avait encore plusieurs choses à faire, comme se confesser avant le tournoi, aller prendre le dîner et surtout s'inscrire au tournoi. Le chevalier va se confesser à la cathédrale Saint-Pierre. Elle est très haute et a 2 grandes tours sur les côtés. Il entre et se dirige vers le prêtre. La lumière colorée par les vitraux éclaire l'intérieur. Il y a 44 tourelles en pierre grise à l'intérieur. La voûte de la nef est faite de petits caissons de plâtre blanc. Au cœur est la scène où le Christ dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux » en mosaïque romaine. Mon père, je désire me confesser. Très bien, mon fils. Prenez place sur ce banc. Pierre et le prêtre s'assoient sur un banc. Je vous écoute. Mea culpa. Par ma faute, j'ai péché excessivement et pensé en paroles et en actes. J'ai eu de mauvaises pensées et j'ai été violent avec un mendiant. Pour quelle raison ? Il a volé un paysan et je l'ai ramené. A-t-il rendu l'argent ? Il l'a rendu avant de s'enfuir. Dieu vous pardonne. Vous récitez 3 fois votre credo. Bien, mon père. Le prêtre en faisant le signe de croix. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Pierre se lève et sort de l'église. Il retourne sur le marché et aborde un passant. Bien le bonjour. J'aimerais savoir qui rencontrer pour acheter des bijoux de valeur. Il y a un orfèvre à quelques mètres de là. Il se dirige vers la boutique, puis entre. Bien le bonjour. Que désirez-vous ? Une petite escarboucle montée sur une bague d'argent. C'est très bien. Combien vous dois-je ? 3 livres. De son côté, Henri s'avance dans le marché et s'arrête devant un jongleur. Un Bretagnier, Matner, Ember, Merveille, Les Oiloer, un beau chevalier, et bon esté, et noblement se contentei de son seigneur, este privés, et de tous ses vengeances, à mes femmes aux espouses, mut valises, que mut faces beau semblant. Il a motelé, il est lui, mais d'une chose et de grande envie, que la semaine, le délpédré, très jours, inter qu'elle ne savait où devenait né un à l'autre. Quelques minutes plus tard, le chevalier va s'inscrire au tournoi accompagné de son écuyer pour y participer le soir. Toutes mes salutations, mademoiselle. C'est bien ici qu'il faut s'inscrire ? Oui, damoiseau, c'est bien ici. Alors, je voudrais participer au tournoi de ce soir. Certes, et à quel nom ? Henri de Hourason, fils du seigneur de Cambourg. Votre taille, mon cher ? Je mesure 3 coudées et un pan. Quel est votre âge, mon cher ? 24 années. Au moment où Henri et son écuyer s'en vont, ils croisent Pierre qui leur crache aux pieds. Henri se précipite sur lui, mais son écuyer le retient. Il l'entraîne au loin. Bien le bonsoir. Nous voudrions nous inscrire au tournoi. Merci de me donner votre taille, nom et poids. Il s'appelle Pierre Pont et a 23 ans, mesure 4 pieds et 9 pouces et pèse 1 quintal et 43 livres. Merci pour ces informations. Et nous vous attendons ce soir 1 heure après Vêpres pour une joute contre un autre chevalier. Chez Dame Jeanne. Domestique ! Domestique !
Bertheline, maintenant aidez-moi à me préparer pour que je puisse sortir en fin d'après-midi. J'aimerais aller voir le tournoi. Voulez-vous que j'aille vous chercher votre robe? Oui, et dépêche-toi. Sa domestique sort de la chambre et marche jusqu'à la chambre des invités. C'est là qu'est la robe de Jeanne. Une fois que sa robe de satin est mise, Jeanne veut manger. Bertheline, savez-vous si ma cuisinière m'a préparé à manger? Je l'ignore, dame Jeanne. Je vais tout de suite aller me renseigner auprès de la cuisinière. Dame Jeanne, votre repas est prêt. Elles sortent toutes les deux de la chambre et passent par un long couloir, puis se dirigent vers la grande salle où, près de la cheminée, une table a été dressée. S'y tient une domestique qui attend les ordres. Une fois arrivée, Jeanne s'installe à table et regarde ce que sa cuisinière lui a préparé à manger. Sur une belle nappe blanche, il y a un tranchoir. À côté, un verre de lait et devant, un pot rempli d'une porrée blanche. Une domestique se tient près d'elle. Qui est-ce là? Une porrée blanche. Il y a du poireau, des oignons, de la poudre d'amande, du miel et enfin du sel et du poivre. Très bien. Je vais vous laisser manger tranquillement. Il faut encore que je prépare les draps pour votre hôte. C'est bien, mais dépêchez-vous. Nous partirons en fin d'après-midi pour le tournoi. C'est compris. Je vais vous préparer vos draps le plus vite possible, dame Jeanne. Je vous remercie. Maintenant, vous pouvez disposer. Sa domestique s'incline et part d'un pas pressé en direction de la chambre. La domestique lui sert une grande cuillère de porrée sur le tranchoir. Jeanne s'assoit à table, mange tranquillement et boit un peu de lait. À la fin du repas, Jeanne se lève et s'en va. Les domestiques enlèvent le pas et le verre, retirent la nappe, repartent avec la planche et les tréteaux. Jeanne va dans la chambre des invités pour voir si sa domestique a bien fait son travail. La chambre est assez grande, avec un grand lit au milieu d'un mur, une tapisserie représentant une chasse aux cerfs accrochée à un autre mur, une table en bois dans un coin dans la chambre et un coffre en bois sculpté. Jeanne va s'asseoir sur le lit et regarde si les draps n'ont pas de défaut. Apparemment non. Elle semble très satisfaite. Puis, elle s'en va dans sa chambre. Bertheline, venez voir. Il y a un problème, dame Jeanne? Oui, regardez le bas de ma robe. Une couture s'est défaite. Ce n'est pourtant pas difficile de vérifier que ma robe ne soit pas abîmée. Je suis confuse. Je ne l'avais pas vue. Je vais tout de suite vous chercher une aiguille et du fil pour recoudre la couture qui s'est défaite. J'espère que vous ferez ça bien. Je n'ai rien d'autre à me mettre. Je vais faire du mieux que je peux, dame Jeanne. Sa domestique va chercher du fil et une aiguille dans un tiroir, puis s'en va recoudre la robe de dame Jeanne dans sa chambre. Elle commence à recoudre la robe quand soudain, Jeanne crie. Aïe! Par pitié, faites attention, vous m'avez piqué! Je vous en prie de m'excuser, dame Jeanne. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Je dois être au tournoi dans moins d'1 heure. Très bien, dame Jeanne, je me dépêche. Non loin du marché, l'enfant déambule dans les rues. Tiens, c'est l'heure de la préparation du tournoi. Je me demande où les chevaliers se préparent. J'ai peut-être une idée. Puis il va en direction de l'endroit où il pense que les chevaliers se préparent. Il passe par des dizaines et des dizaines de rues, car l'endroit se trouve à l'autre bout de la ville. Et il arriva enfin. Oh, mais il n'y a personne! L'enfant, déçu, s'en va. Il veut tellement assister à la préparation des chevaliers, car il n'avait jamais vu ça. Mais avec les détours qu'il a faits, il est déjà presque l'heure du tournoi, qui a lieu de l'autre côté de la ville. Alors, pour ne pas arriver en retard, il court. Les lices, la préparation du tournoi. Après que le marché est terminé et que l'artisan a fini de piétonner dans des petites ruelles pavées où l'eau stagne en son milieu, ruelles bordées de maisons à encorbellement avec poulies et colombages, l'artisan finit par arriver au tournoi où 2 chevaliers vont se battre aux vêpres. Il s'installe sur une des places et voit dame Jeanne assise avec la belle robe blanche qu'il lui a fabriquée. Les personnes commencent à s'installer dans les tribunes pour voir le tournoi. L'enfant se présente à l'entrée des tribunes, mais 2 gardes pointent leurs armes sur lui. Les mendiants et les pauvres ne sont pas autorisés à entrer dans les tribunes pour assister au tournoi. Tu n'as pas le droit d'entrer. Mais pourquoi? Parce que toi et tes petits camarades, vous êtes capables de nous voler tout ce qui vous tombe sur la main. Donc, pars, c'est un ordre. J'ai quelques pièces pour vous, si vous voulez. On n'accepte pas l'argent, alors tu te le gardes pour t'acheter une pomme. Et maintenant,
Va-t'en, va traîner et mendier dans les rues. On n'accepte pas l'argent, alors tu te le gardes pour t'acheter une pomme. Et maintenant, va-t'en, va traîner et mendier dans les rues. Alors Jean fait semblant de partir, mais il a un plan. Il fait le tour des tribunes et passe entre des tréteaux de bois qui les composent. Il se retrouve à côté de nobles qui n'ont pas remarqué sa présence. Jean se cache dans les tribunes. Au même moment, chez Dame Jeanne, Jeanne sort de sa chambre et va chercher sa domestique. Elle entend du bruit et se met sur son balcon pour voir ce qu'il se passe. Préparez ma enquenée. Nous partons d'ici peu. Bien, madame. Bertheline sort pour annoncer le départ. Préparez les chevaux. Nous partons pour le tournoi. Bertheline revient dans la chambre et habille Dame Jeanne de sa robe, des chaussures, lui met sur les cheveux un voile léger en molequin, maintenu par un circlet d'argent. Puis, sur ses épaules, elle lui pose un beau manteau d'hermine. Puis elle ouvre la porte et sort. Devant sa demeure, une petite troupe armée l'attend. Elle monte sur sa haquenée. Allons-y! Nous vous escorterons pour le mieux, madame. Elle se met en route, observe les maisons qui se dressent devant elle, passe devant le marché qui est presque fini. La population s'est sans doute précipitée aux lices pour espérer avoir un plat et essayer d'avoir une bonne place au tournoi. Elle arrive près des lices et voit une longue file de personnes qui se bousculent pour avoir un plat. Seigneur, il y a ce tournoi! Le tournoi va commencer, on entend les gens crier. Oyez, oyez, braves gens, je vous annonce que le tournoi va bientôt commencer. En premier concurrent, nous avons Pierre Pont. Et en deuxième concurrent, nous avons Henri II. Deux braves chevaliers qui viennent de deux endroits opposés vont s'affronter dans quelques instants aux lices de Rennes. Les deux chevaliers sont vêtus de haubert, de haume, de côte de maille, d'un bouclier et d'une lance. Ils sont impressionnants. Mais les chevaliers sont nerveux. Tout d'un coup, plus personne ne parle. Le tournoi commence. On voit les deux chevaliers qui s'avancent tous deux à la même allure et se préparent à galoper en attendant le signal. Ils sont prêts à tout donner pour battre leur adversaire. Pierre-Pont, je te souhaite d'avoir de la chance car je suis bien meilleur que toi. Mais bon, ça tu sais déjà. Henri, je n'ai pas besoin de tes encouragements. Garde-les pour toi car tu en auras bien besoin. C'est le tournoi! Pierre s'élance et abat sauvagement sa lance sur le chevalier adverse qui riposte avec la sienne. Ils arrivent chacun de l'autre côté et repartent comme si rien ne s'était passé et que le combat ne faisait que commencer. Henri était handicapé par sa grande taille. Il arrive quand même à esquiver les coups du chevalier Pierre et lui porte un coup au torse. Pierre est déséquilibré, mais réussit quand même à encaisser les coups et repart à l'attaque. Henri profite du déséquilibre de Pierre pour lui asséner un coup à la cuisse. Pierre a du mal à tenir le coup et est à deux doigts de tomber. Se relève et repart aussitôt à l'attaque. Les personnes venues encourager Pierre sont déboussolées de voir autant de violence par un tel coup. Pierre tombe sous la force du coup et se blesse au genou. Le vainqueur est Henri. Le pas d'armes, ce duel de chevaliers qui combattent à pied, va commencer. Une fois sur la piste, leurs écuyers viennent récupérer leurs étendards et repartent en courant. La foule les acclame en poussant des cris pour les encourager. Les chevaliers se mettent en position et vérifient une dernière fois leurs équipements. Les deux chevaliers se précipitent l'un sur l'autre et ne montrent aucune pitié. Ils se combattent avec une telle hargne qu'on croirait voir deux fauves se combattant pour leur territoire. C'en est terrifiant. Ils se donnent de si grands coups avec leurs lances qu'ils transpercent tous deux leurs écus que leur haubert commence à se déchirer. Ils se combattent avec une telle force de volonté que je ne saurais dire qui va en sortir vainqueur. Tout le monde est plongé dans leur combat.
Tout d'un coup, ils tombent tous les deux à terre. L'un des deux est sans connaissance et l'autre est épuisé. Aucun des deux ne peut continuer à se battre. Les spectateurs sont abasourdis, car il n'y aura pas de gagnant, mais tous ont trouvé le spectacle divertissant. C'était Rêve d'acier en collaboration avec la classe de 5e du collège Saint-Joseph de la ville de Bru. Une fiction relatant des faits réels de l'époque du Moyen-Âge. Mise en scène, Pierre-Louis Dupré. Équipe de la fiction sonore, Madame Briand et Monsieur Mao. Actrice, acteur, rôle, Cynthia, voix intro et la dame. Kéline, narratrice. Nathan, l'artisan. Nilsen de Brito, l'enfant. Noah, paysan, garde et voyageur. Naya, Dame Jeanne. Mathéo, Henri Droison. Arthur, marchand, garde, homme. Kenzie, prêtre. Loane, la domestique. Ewen, le jongleur et le client. Ziad, garde. Anaïs, femme du paysan et passant. Alexis, l'aubergiste. Hugo, le noble. Raphaël, chef de la troupe des chevaliers. Nora, l'écuyer. Ewen, Pierre-Pont.